Samy les élus, me voici de retour pour vous parler d'un film, événement exceptionnel. Et vous savez ce que j'ai regardé ? J'ai regardé Mulholland Drive. Alors je vous l'ai probablement déjà dit si vous me connaissez, si vous avez écouté mes vidéos précédentes. Mulholland Drive, c'est le film qui a failli me dégoûter à vie du cinéma parce qu'il est pas du tout accessible. Mais une amie me l'a envoyé en audio description pour potentiellement me réconcilier avec. Je crois qu'elle me l'a surtout envoyé en audio description parce que j'ai toujours dit depuis le début que ma vie aurait peut-être pris un tournant différent si je l'avais vu pour la première fois en audio description. J'avais vraiment la flemme avant de le commencer, mais une fois que je l'ai commencé, je l'ai enchaîné et c'était... Je sais pas, j'ai vraiment pas réussi à décrocher. Au départ, je pensais que je ferais une pause au milieu, mais en fait, j'ai pas fait de pause. Donc, j'ai effectivement une bien meilleure expérience avec l'audio description que ça. Ça veut pas dire que j'ai trouvé ce film parfait, loin de là. Alors, je vous récapitule pour ceux qui sont pas au courant. Mulholland Drive, en fait, ce qui s'est passé dans ma vie avec, c'est que je l'ai regardé quand j'avais, je sais pas, 18, 19 ans. Oh, un peu moins, peut-être plutôt 17, 18. Ça faisait pas très longtemps que je pouvais télécharger des films, et c'est dans les premiers films que j'ai regardé, parce que quelqu'un que j'aimais à l'époque l'avait mentionné, et on avait dit du bien, donc je m'étais dit, ah ouais, pourquoi pas m'intéresser au cinéma, c'est cool. Et je l'ai regardé. J'ai rien compris, ça m'a énormément rendu défaitiste, je me suis dit ouais le cinéma c'est pas accessible et puis de toute façon ça sert à rien, voilà ça parle pas assez, enfin j'étais dégoûtée, voilà je me suis dit de toute façon les voyants ils font rien pour être clairs et on vit pas dans le même monde, ça m'a énormément fait bader. Et donc à partir de là, j'ai plus regardé de films pendant de nombreuses années et je m'y suis remis que quand j'avais, je sais pas, 25 ans, 27 ans, je sais plus exactement. La même amie qui m'a passé le film là, qui m'a parlé d'un acteur et on a tripé en regardant des films de cet acteur et du coup j'ai regardé des films que j'ai bien aimés, principalement Cloud Atlas et Heartless, qui est mon film préféré du coup depuis ce temps-là. Et ça m'a remis dans l'idée que le cinéma pouvait être bien, j'ai regardé des films pendant plusieurs années. Au bout d'un moment je me suis calmée, je m'en suis un peu lassée et maintenant j'en suis arrivée à un stade où je regarde des films 2-3 fois par an. Je suis pas radicalement opposée à l'idée, mais c'est vrai que c'est pas ce que je préfère. Je préfère les animés, ça parle plus. Je préfère les livres, c'est plus adapté forcément. Mais je préfère aussi regarder des séries que des films, parce que les films, j'ai toujours l'impression que le temps que je rentre dedans, c'est fini. Donc en gros, Mulholland Drive, j'avais un gros passif négatif avec. C'est la raison pour laquelle j'aimais pas David Lynch. C'est la raison pour laquelle j'étais un peu dégoûtée du cinéma et tout. Donc de base, je pensais pas le revoir un jour. Je pensais vraiment pas, mais quelque part, j'aime mieux changer d'avis et me réconcilier avec. Je demandais pas mieux en fait, mais c'est juste que sur le moment, j'avais vraiment l'impression qu'il me disait je vous emmerde les aveugles quoi. Résumé, alors de quoi est-ce que ça parle ? Ça parle d'une actrice qui fait ses débuts à Hollywood et qui rencontre une femme accidentée chez elle qui est amnésique et donc qui squatte chez elle et elle lui dit je vais t'aider à retrouver ton passé et on voit ses débuts d'actrice. Ça c'est vraiment le début de ce qu'on voit, mais rapidement ça va partir en truc onirique qui finalement fera que ça voudra dire complètement autre chose. Et après on voit plein de personnages qu'on revoit pas et dont je comprends pas forcément trop à quoi ils servent, mais admettons, parce que vu l'histoire du film, ça se comprend finalement. L'histoire, du coup, moi je pense qu'on doit considérer que l'héroïne c'est Betty Diane, donc l'actrice blonde. Malgré ça, on voit des tas d'autres persos, dont Adam, le réalisateur, et d'autres persos qu'on voit encore moins. Alors il y a Joe, je crois qu'il s'appelle, le mec qui tue des gens. Il y a Dan et Herb qui sont deux mecs qui parlent dans un espèce de café. J'ai pas trop compris à quoi ils servaient, mais c'est peut-être pas grave. Donc en fait, on voit les points de vue de plein de gens, il y a énormément de persos, et au début j'avais beaucoup de mal à retenir qui que ce soit, mais finalement il y en a plein qu'on voit qu'une seule fois, notamment au début quand on voit Adam justement qui parle avec des mecs italiens qui font partie de son film, je sais même plus quel rôle ils ont par rapport à lui pour son film, mais il s'engueule avec eux et tout, dans une scène qui est à la limite entre le malaisant et le marrant, et en fait ces mecs-là après on les revoit pas, et je pense pas qu'ils aient la moindre importance. C'est compliqué du coup à suivre, évidemment, déjà avec l'audio-description c'est compliqué, je pense que déjà pour les voyants c'est compliqué, donc forcément sans... C'était imbitable. Le concept, alors figurez-vous que le concept de base de David Lynch, c'était de faire une série dont le début de l'histoire était un pilote. Donc à mon avis, il aurait fait une série qui n'aurait rien eu à voir avec le film qu'il a fait finalement, parce que cette série a été refusée, et du coup, il l'a fait en long métrage en mode recyclage. Donc il a repris le début et il a essayé de trouver une fin pour le rendre cohérent. Donc très clairement, ce qu'il a rajouté à la fin n'était pas prévu au départ. Bon, après, il a découpé les morceaux de son film pour les rendre cohérents avec la fin qu'il avait prévue. Donc je vous dis pas qu'il faut s'en foutre complètement du début, mais ce que je vous dis quand même, c'est que c'est du recyclage et que donc lui-même ne savait pas ce qu'il allait faire au début, et du coup le côté bordel du film et le fait qu'on comprenne pas tout, c'est probablement pas un hasard en fait. Et donc encore une fois, moi je suis pas très fan de ce genre de
de démarche en fait, et ça me fait penser que vraiment David Lynch c'est pas une personne que j'apprécierais en réalité, parce que je déteste les artistes qui vous disent que vous comprenez ce que vous voulez comprendre et qui veulent pas vous dire ce qu'ils ont voulu dire. C'est un truc qui m'a toujours foutu en colère. D'ailleurs ça m'a peut-être commencé à me foutre en colère à peu près à l'époque où j'ai découvert ce film, mais c'était pas précisément à cause de ça. Malheureusement j'ai dû connaître d'autres personnes qui ont dit ce genre de choses et où ça m'a passablement énervé, parce que pour moi, et je le pense toujours et je le dis sincèrement, pour moi quelqu'un qui a quelque chose à dire, il a envie qu'on le comprenne. Si on vous dit ouais tu vois ce que tu veux voir ou tu comprends ce que tu veux, c'est que la personne elle est là pour faire de l'argent ou pour plaire ou pour je sais pas quoi, mais c'est pas qu'elle est là pour passer un message. Et vous allez me dire oui mais dans ces cas-là tu dois être contre l'équivoque, l'ambiguïté et tout. Non, absolument pas. Je vous dirai jamais assez combien j'aime Nietzsche, je suis complètement d'accord avec lui là-dessus. J'adore l'équivoque, sauf que moi je considère que quand il y a un sens équivoque sur quelque chose, si vous dites pas quel sens vous préférez, enfin que vous le dites pas, évidemment pas forcément explicitement, mais si vous le faites pas comprendre, ça veut dire que vous voulez dire les deux. Et pour moi, le principal avantage et intérêt de l'équivoque, et si j'adore ça, et si j'adore mettre justement des doubles sens dans les textes de chansons que j'écris ou quoi, bah c'est parce que je trouve que ça compresse plus de choses en peu de mots en fait. Donc bah j'aime beaucoup le fait de pouvoir dire plusieurs choses en même temps. Et si jamais il y a un double sens, mais que vous voulez pas dire les deux, et ben le contexte doit permettre de discriminer lequel est le bon et lequel est pas le bon, voire le pas bon. Vous devez être conscient qu'il existe et vous devez mettre des choses autour pour montrer que le chemin est là mais que c'est pas celui qu'il faut prendre. Moi je pense en tout cas que c'est ce que Nietzsche faisait, je pense que les contresens qu'il y a dans ses textes ils étaient là et que lui-même il était conscient qu'ils étaient là et qu'il se disait bah voilà les cons entre guillemets ils iront là-bas. Malheureusement bah c'est son côté élitiste et ça fait que bah il y a la majorité des gens qui ont foncé dans le mur donc on peut au final le déplorer. Moi je le déplore un petit peu, je pense quand même que lui-même aurait été vaguement désolé de voir le nombre de gens qui se sont cassés la gueule sur ses textes. Il y a un côté fier qui fait qu'on fait genre ouais c'était tout est calculé etc. Et c'est bien beau dans une certaine mesure parce que justement c'est le genre de choses qui permet de rattraper quand vous faites de l'improvisation et c'est ce que David Lynch du coup a fait avec son film, ça ok, mais quand vous y réfléchissez à tête reposée vous devez être capable d'admettre que ce que vous avez voulu dire au départ c'était pas ça et que quand les gens vont où ils veulent, il y a des moments où ils risquent vraiment d'aller où vous voulez pas, honnêtement évidemment Nietzsche c'est un cas extrême et personne n'a trouvé l'apologie du Troisième Reich dans Mulholland Drive, mais n'empêche que c'est un peu le risque quand vous dites pas ce que vous voulez dire et moi je pense vraiment, pour moi c'est un gage de qualité que ce soit clair ce que vous voulez dire et j'aime pas les gens qui veulent pas le dire. Si vous répondez par des énigmes, ça va 5 minutes, c'est réellement ce que je pense. Je pense que c'est pas forcément un défaut en soi, ça peut être justement une preuve d'élitisme ou quoi, ça veut pas dire justement nécessairement que vous avez rien à dire si vous répondez par des énigmes, mais c'est une possibilité, voilà. Et je pense clairement que David Lynch il savait pas trop lui-même ce qu'il voulait dire et qu'en fait il s'est complu un peu dans la confusion. Je pense qu'il avait quand même une idée et je vais vous dire ce que moi je comprends dans le film et je pense que si moi je le comprends c'est certainement une des possibilités qu'il a dû aussi voir, hein. Je pense pas être ni un génie ni une personne complètement perchée, enfin je le suis sur plein de choses mais là-dessus je pense que si je l'ai vu voilà, c'est que ça doit être normal, mais je pense vraiment que le fait que toutes les pistes semblent pas mener à ça, bah je pense que c'est le hasard et qu'il faut pas chercher trop loin et comme je vous dis moi c'est pas quelque chose que j'apprécie donc ça me donne pas plus que ça envie de me réconcilier avec David Lynch dans l'absolu, même si je suis contente d'avoir une meilleure expérience avec Mulholland Drive et même si je vois des qualités et des choses intéressantes dans le film, tant mieux parce que justement sur le plan artistique c'est évident qu'il a du talent David Lynch, mais vraiment pour moi ce qui donne un statut particulier à certains artistes c'est les messages qu'ils ont envie de passer en fait, pas forcément que ce soit des messages politiques ou engagés ou quoi, ça peut être juste des messages émotionnels, ça peut être juste de passer une émotion mais il faut vouloir le dire, il faut avoir envie et besoin de communiquer. Quand vous dites tu vois ce que tu veux voir, ce que vous dites c'est j'ai pas envie de te parler, mais dans ces cas-là pourquoi on t'écouterait en fait, c'est ça, c'est genre la communication elle est pas réciproque quoi, tu me parles mais je suis pas censé comprendre ce que tu me dis, dans ces cas-là pourquoi je t'écoute, enfin je pense pas que l'art soit censé être ça, je suis pas pour, c'est pas dans ma vision des choses, j'ai lu ça que après avoir regardé le film et après avoir déjà décidé de la note que je voulais lui mettre et de ce que j'en pensais. Je vous le dis puisque j'ai vraiment voulu être honnête et me faire une expérience juste sans être influencée par quoi que ce soit, mais après j'ai quand même été lire l'article Wikipédia dessus parce que bon je voulais quand même un peu remettre les choses à leur place et avoir le cœur net de ce que je ressentais, enfin comparer mon ressenti avec la réalité quoi.
quoi. Le fait que je sache pas trop où me mettre et que je me sente un peu le cul entre deux chaises se justifie par la réalité, justement. Donc le concept, c'est du recyclage d'une idée de série qui n'était peut-être même pas complètement définie, et malheureusement, je trouve que ça se voit et que ça a quelque chose de malhonnête qui me dérange, même si le sens qu'il a voulu mettre dans son film final, j'aime bien et ça passe. Déroulement de l'intrigue, alors on est sur une enquête où on comprend pas trop. Au début, on a l'impression justement qu'on comprend, et à mi-chemin, on commence à voir de plus en plus de choses oniriques qui nous font nous demander ce qu'on est vraiment en train de regarder, parce qu'il y a des persos qui changent de nom, qui deviennent d'autres persos, où on sait pas si des choses qu'on voit, si c'est le passé, le futur, le présent, si c'est réel, si c'est dans la tête des persos, tout ça. Et plus ça avance, et plus c'est le bordel. Mais finalement, alors je sais qu'il y a des gens qui ont trouvé que le début avait l'air d'avoir du sens, et pas la fin. Alors en fait, moi je trouve que le début a du sens et que la fin a du sens. Le milieu nous laisse recoller les morceaux entre les deux. Comme je vous dis, je trouve ça mitigé. Je vois ce qu'il a voulu faire, et je trouve que par certains aspects, il y a des choses qui sont vraiment belles, qui font mal, ou qui sont touchantes, ou qui sont intéressantes, mais que le côté bordel se ressent et que c'est un peu dommage. Encore une fois, tout le monde s'en fout de Philippe Ridley, mais dans Heartless, tout était réellement calculé et c'était l'intention de départ, ce qui a été fait, quoi. Donc pour moi, c'est mieux. Mais évidemment, personne ne sera d'accord avec moi vu les notes qu'a Mulholland Drive par rapport à Heartless. Pourtant, quand des gens me disent c'est les intentions qui comptent et tout, je suis souvent pas d'accord. Moi, je pense que c'est les faits qui comptent avant tout, et que si les intentions de quelqu'un, dans les faits, elles donnent pas ce qu'elles étaient censées donner, c'est que la personne s'est trompée quelque part. Mais quand vous trouvez des faits confus, où vous savez absolument pas quoi en penser, vous vous dites il y a peut-être un problème dans l'intention, et la plupart du temps, c'est le cas. Des fois, ça peut être vous qui comprenez pas, parce que la majorité des gens n'ont pas compris Heartless. Et pour le coup, je dois dire merci à ma neuroatypie, je suppose, pour l'avoir compris. Il y a deux possibilités de toute façon, hein. Soit c'est vous qui comprenez pas, soit c'est l'auteur qui a pas été clair, et malheureusement je pense qu'on a tous envie de penser que c'est de la faute de l'auteur quand on comprend pas, donc ça m'arrange d'envoyer chier David Lynch, mais malheureusement Wikipédia me donne raison, donc je m'autoriserai à pas être d'accord avec lui, à être plutôt désapprobatrice, et à vous dire que je pense que la confusion c'est la limite du processus de bricolage qu'il a fait avec son film, quoi. Donc évidemment, c'est tout à fait possible que pour d'autres œuvres j'ai tort, et vous me le direz. Et vous me direz aussi si vous trouvez que tout est absolument justifié dans Mulholland Drive, et vous me direz en quoi, et ça m'intéressera de le savoir. Je vous dis, c'est pas parce que je dis que je pense des choses que je suis pas capable d'écouter les points de vue différents. Mais encore une fois, je suis affirmée dans mon ton, parce que si je m'affirmais pas, je parlerais pas. C'est juste ma manière de fonctionner, c'est ma manière de m'exprimer, mais ça veut pas dire que je chie à la gueule de tous les gens qui pensent pas comme moi. Donc déroulement de l'intrigue, c'est le bordel, la fin c'est le bordel, mais j'y reviendrai. Les personnages, alors Betty / Diane, en disant ça, on pourrait dire que je spoil, mais bon. C'est donc l'actrice naïve du début qui débarque à Hollywood parce que sa tante lui a prêté son appartement et qui va essayer de décrocher un rôle, qui est très naïf, très admiratif, voilà, donc c'est un personnage assez cliché, mais la fin du film et ce que va devenir son personnage après est en opposition totale avec ça, et ça rend le personnage plus nuancé. Rita / Camilla, c'est une fille, au départ elle est amnésique, elle a l'air assez froide, distante, mystérieuse, et ça va avec son histoire. Bon, du coup, au départ, elle est réellement mystérieuse, et finalement on va découvrir des choses sur elle. On n'en saura jamais trop sur elle, mais on pourra suffisamment en comprendre, en tout cas pour avoir des idées. Donc les deux femmes vont se lier d'amitié en se rencontrant dans cet appartement où Rita squattait, parce que on sait pas pourquoi d'ailleurs. Elle est rentrée là-dedans, on sait pas trop comment elle est rentrée, est-ce que ça voulait dire qu'elle habitait déjà là avant, est-ce qu'elle est rentrée par hasard, on sait pas. Est-ce que c'est la fameuse clé qu'elle a dans son sac d'ailleurs qui lui a permis de rentrer dans l'appartement, ça a pas été dit par l'audio description, en tout cas je m'en souviens pas, donc n'hésitez pas à me le dire si vous avez l'info, la fameuse clé bleue. Après Adam, c'est un réalisateur qui a l'air un peu capricieux, et il a l'air un peu paumé. Il a l'air aussi d'avoir plein d'aventures partout, parce que il se fait virer de chez lui par sa femme qui a elle-même une aventure, et lui il appelle d'autres femmes qui ont l'air de le draguer, donc bon, mais c'est un peu le bordel. En fait, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a une villa vachement riche, qu'il est réalisateur, et qu'on lui donne des ordres sur ce qu'il doit réaliser, que lui il aurait pas eu envie, et que il y a des choses mystérieuses qui se passent par rapport à lui, mais enfin c'est difficile même de lui trouver une personnalité. En fait, c'est juste le réalisateur riche qui risque de tout perdre, on sait pas trop pourquoi, parce qu'il y a des mecs chelous qui le menacent, et tout a l'air de tourner autour de Rita / Camilla, et à chaque fois les gens disent c'est la fille, bon bah... Alors au départ, je sais pas si on est censé penser que c'est elle, parce que d'un côté elle a eu un accident, il y a un mec qui a eu l'air de vouloir la tuer, et elle a peur,
Donc on se dit spontanément que ce doit être elle quand ils disent c'est la fille et qu'ils montrent la photo, mais moi je sais pas si c'était elle sur la photo, ça a pas été dit par l'audio-description, peut-être que non. En tout cas, comme elle a changé de coiffure et tout, bah tout est possible. Même avec l'audio-description, vous voyez, j'ai l'impression d'avoir que la moitié des éléments, alors je vous dis pas comment c'était avant que j'ai l'audio-description. Du coup les autres personnages, ouais, il y a Joe le tueur qui est assez flippant parce qu'il est très désinvolte dans sa manière de tuer les gens, je peux pas vraiment vous dire grand chose, je sais même pas vraiment ce que je peux vous dire ou si c'est du spoil ou si c'est pas du spoil. On le voit tuer un mec, je sais même pas à quoi servait ce mec, je crois qu'il s'appelle Ed ou quelque chose comme ça. Il le flingue comme ça en plein milieu d'une conversation en mode tam 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 comme si ça n'avait aucune importance. Et après il y a une espèce de scène surréaliste, malaisante, bizarre où il tire sur une femme dans l'appartement d'à côté en tirant à travers le mur et après il va la voir pour l'achever et donc il l'agresse comme ça alors qu'elle s'est pris une balle et qu'elle est en mode ah je me suis fait piquer par un truc. Enfin c'est complètement surréaliste avec un mec qui passe l'aspirateur à côté et qui réagit pas quand il lui dit que cette femme a besoin d'aide et du coup il flingue les deux mais ça paraît je sais pas démesuré et complètement absurde. Je sais vraiment pas ce qu'on doit penser de tout ça mais du coup ça nous prépare psychologiquement à l'idée qu'il soit violent et ça a potentiellement du sens dans ce que je vous spoil pas qui sera mon interprétation finale de ce film. Mais en tout cas c'est difficile de décrire les personnages autrement que par la scène par laquelle ils sont introduits parce qu'on les voit pas beaucoup plus que ça et que bah pour le peu qu'on en sait voilà. Apparence, Betty elle est blonde et Rita elle est brune et ça coïncide assez avec le fait que Rita elle est sombre et blasée et il lui arrive des choses horribles alors que Betty voilà, elle débarque en mode tout sourire dans un beau monde plein de paillettes et tout, donc voilà, on a l'impression que leurs apparences coïncident vachement avec leur rôle, et c'est peut-être pas pour rien, mais pas complètement, vu que, encore une fois, au départ, on sait pas trop sur quoi il allait partir avec sa série, hein. J'ai compris aussi que Adam, il était échevelé, et que c'était genre en voyant l'acteur se présenter chez lui comme ça, que ça lui avait donné envie de le laisser pareil. C'est marrant, parce que ça correspond bien, effectivement, à son personnage, qui a toujours l'air d'être un peu à l'ouest dans le film, et qui subit un peu les événements. Personnalité, Betty elle est naïve et Rita elle est amnésique. Et les autres persos on sait pas trop, hein, pour le peu qu'on les voit. Voilà, on pourrait dire que Joe il est désinvolte, mais voilà. Et Dan il est flippé, hein. On sait pas trop à quoi ça sert, mais il est flippé. C'est les caractéristiques. Évolution, c'est l'évolution surtout de la relation entre Betty et Rita, et ce qu'elles vont devenir au fur et à mesure, la vraie histoire derrière la fausse. Mais voilà, elles ont une relation amoureuse, ça c'est sûr. Après, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On en reparlera. L'univers et les créatures, c'est notre monde, c'est Hollywood, c'est Los Angeles, c'est surréaliste et on sait pas s'il y a du fantastique ou pas, mais probablement que c'est juste onirique, c'est juste pour montrer, je sais pas, les cauchemars entre guillemets des acteurs derrière le monde un peu de paillettes et tout ça, le fait qu'il y a des choses très glauques, quoi. Logique et cohésion, alors là, on peut complètement en discuter, hein. Il y en a, je dirais, à 75%, mais quand on veut faire un film comme ça, je trouve que c'est pas suffisant, et je trouve pas ça respectueux de pas vouloir dire aux gens ce qu'on veut dire, juste le concept même du recyclage, je sais pas, j'apprécie pas en fait. Commencer quelque chose si on sait pas où on va. Alors vous allez me dire des fois dans les chansons ou quoi ça se fait, mais dans un film, ouais. Peut-être qu'on peut faire des films comme on fait des chansons en fait. Peut-être que c'est moi, parce que moi j'aborde toujours les films comme j'aborde les livres en fait, en me disant. Alors vous allez me dire bah oui mais un livre on peut peut-être aussi l'écrire comme ça. Vous voyez que je suis un peu plus dubitative, oui probablement. Encore une fois, moi j'aime bien les choses. Qui ont une progression narrative, une logique, etc. Peut-être que justement il faut le prendre comme une poésie, comme une chanson, comme quelque chose qui n'a pas forcément une linéarité. On pouvait se dire justement au départ, je vous parlais de Nietzsche avec l'art dionysien et d'Apollon et tout ça, le côté dans la musique, il y a des choses qui se succèdent alors que genre dans la peinture vous prenez tout en pleine gueule. En fin de compte dans la musique vous pouvez aussi tout vous prendre en pleine gueule, ça dépend vraiment de comment vous la faites et de comment vous l'envisagez, et donc moi j'ai tendance à vouloir voir dans le cinéma quelque chose avec une progression alors que peut-être qu'il faudrait pas, et je pense que les gens qui ont réussi à aimer ce film justement, c'est pas comme une progression. Néanmoins je continue de penser que si David Lynch avait vraiment quelque chose à dire, il devrait pouvoir le dire, et si c'est indicible et que c'est une émotion, ce qui pourrait expliquer pourquoi il n'arrive pas à le dire, il peut tourner autour du pot et en parler quand même en fait, ne serait-ce que de dire justement que c'est comme ça qu'il crée lui
que c'est en prenant les choses qui lui suscitent des émotions et en les amplifiant et en les accumulant et en voyant ce que ça lui suscite, et que c'est quelque chose qui se fait un peu au fur et à mesure, et que c'est pour ça que c'est pas trop explicable. Enfin, on peut quand même en parler en fait, justement, tout ce qui est indicible, on peut quand même en parler. Moi je suis pour qu'on explicite tout, c'est probablement dû à l'autisme, mais voilà, on a quand même le droit de penser comme ça dans l'absolu. Donc logique et cohésion, pour moi, il y a quand même un problème. Mais je comprendrais que vous le pensiez pas si le truc vous a suffisamment touché émotionnellement, que vous vous disiez, bah oui, mais pour moi c'est comme ça, c'est exactement comme ça doit être, et je voudrais pas que ce soit autrement, donc je suis pas d'accord avec toi. Mais même si vous pensez ça, j'espère que vous serez d'accord avec moi pour dire que ce serait mieux que David Lynch puisse l'expliquer, et qu'il soit d'accord pour en parler. Et pour moi, le fait qu'il veuille pas le faire, c'est un problème en soi. Mystère et découverte, oh bah il y en a beaucoup, c'est pour ça que je vous disais que j'arrivais pas à lâcher le film. Déjà, il y a l'ambiance oppressante autour de Rita, où on se dit, mais qu'est-ce qu'ils lui veulent, tous ces gens? Pourquoi tous les gens qui disent c'est la fille, et puis pourquoi on tue des gens à cause du fait que il faut la prendre dans le film, et que le film ne peut pas avoir lieu sans elle? C'est un truc de fou, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce complot? Pourquoi? C'est oppressant, et on a envie de savoir, pour quelque part se soulager de cette sensation un peu de paranoïa généralisée, quoi. Donc ça marche assez bien, et au bout d'un moment, on part un peu sur autre chose, et c'est quand même une bonne idée, la chose sur laquelle on part, parce que ça rend tout ça globalement relativement logique et explicable, même si évidemment je retirerai pas mon relativement. Le mystère et la découverte, oui, c'est très certainement un des points les plus forts du film. Les musiques, elles sont cool, elles sont assez oppressantes, et franchement, globalement, l'ambiance du film est bien. Il y a des moments où il y a des musiques hyper... ouh, c'est marrant, c'est le fun et tout, alors que les scènes, elles sont plutôt gênantes. Alors ça renforce du coup leur côté absurde, hein, quand vous voyez des gens se taper dessus ou quoi sur une musique rigolote, ça fait pas le même effet que quand c'est sur une musique qui fait peur. Donc ouais, j'aime bien, franchement, encore une fois, ça rajoute au côté un peu what the fuck du truc, mais je trouve ça bien fait. Générique Barbico, il y en a pas vraiment sur un film, enfin il y a un ending, mais il est assez quelconque. Barbolique ambiance, pour moi c'est une qualité. Le doublage, j'adore la voix de Betty. J'ai été voir c'était qui il y a 5 minutes et j'ai déjà oublié, c'est même pour ça que j'ai ouvert Wikipédia. Et d'ailleurs je me rappelle pas, alors peut-être j'avais pas les mêmes goûts quand j'avais 17-18 ans, parce que je me rappelle pas de sa voix, enfin je me rappelle pas de l'avoir aimée. Chloé Lambert, bah écoute Chloé Lambert, sache que vraiment ta voix me rend complètement ouf. Mais sinon, ouais, tout le monde est cool, hein, franchement y a rien de spécial, mais c'était pas du tout des doubleurs que je connaissais, en même temps c'est des doubleurs de 2001. Après il y a des doubleurs de 2001 que je connaissais, mais... Bah en tout cas ceux-là je les connaissais pas. Ouais, il y a Boris Relinger, beaucoup plus jeune aussi, c'est marrant, je l'avais pas reconnu. Sur Wally, je crois il s'appelle, le mec qui joue avec Betty dans sa scène où elle postule pour devenir actrice justement. C'est marrant, je l'avais pas reconnu. En même temps, le mec parle pas beaucoup et il parle toujours avec une voix un peu comme ça, parce que il est en mode ouais, on va se la jouer collée serrée et tout. Donc au départ, c'est assez gênant, parce qu'en plus on se dit mais elle débarque, qu'est-ce qu'elle va se prendre quoi Le mec, on a l'impression qu'il la prend quasiment comme un objet. En plus, il fait plein de fois allusion au fait que toutes les actrices elles défilent et qu'elles sont toutes pareilles. C'est hyper malaisant quoi. Bon après, moi je supporte pas les contacts physiques et tout, donc forcément, moi vous me mettez en crise d'angoisse directe avec un truc pareil. Alors que elle s'en sort super bien, mais du coup c'est pareil, on a un peu l'impression de découvrir un aspect qu'on connaît pas du perso, se dire ah oui quand même, elle est prête à aller jusque là pour devenir actrice, faire du collet serré hyper intime avec un mec qu'elle vient juste de rencontrer, voilà quoi, faire ça devant des gens et tout, ça fait super bizarre. Je me doute que c'est ça en partie le cinéma, mais faire ça pour une fille qui a l'air hyper naïve et hyper gentille et qui vient d'arriver et où c'est son premier rôle et où il y a un énorme contraste entre sa répétition qu'elle avait fait chez elle avec Rita, où elle était en mode énervée, un peu basique, et là où elle le fait en mode hyper érotique, le malaise était totalement présent et je pense que c'était voulu, hein. Note globale, je suis sur un 6, plutôt un gros 6, j'hésitais entre un gros 6 et un petit 7, mais je vais rester sur un 6. Je trouve le film vraiment sympa, mais c'est pas quelque chose qui me parle en fait. Alors évidemment, bah moi le truc des acteurs et tout, c'est pas mon milieu, c'est pas mon inconscient, c'est pas quelque chose qui me parle en général. Je trouve pas ça très étonnant que ça ait fait triper des critiques d'art, des gens au festival de Cannes ou quoi, que c'est quelque part un public assez d'esthètes qui sont très portés sur le cinéma, qui aiment ça, parce que justement ça montre un peu les dessous du milieu du showbiz, de Hollywood et tout ça, et ça montre quelque part l'inconscient de ces gens qui font
semblant que tout va bien, qui sourient et qui sont en mode full apparence, quoi. Donc je comprends que ça ait plu à ce genre de public, mais moi c'est ni ma cam, ni mon inconscient, ni rien. Je suis quand même au-dessus de la moyenne parce que le suspense marche et parce qu'il y a des choses que j'ai trouvées extrêmement horribles et bien foutues dans le milieu de l'intrigue. Je préfère pas vous dire lesquelles, je vous les dirai en spoil, mais en espérant que je m'en rappelle, parce que des fois je vous dis que je vais vous dire des choses en spoil, après j'oublie. Mais voilà, comme je vous dis, il y a des choses qui me chiffonnent, j'ai pas l'impression de pouvoir faire confiance dans la personne. Tout l'art qui est full sentiment et qui vous met une claque en pleine gueule et pas quelque chose avec une histoire, un déroulement, etc., bah c'est quelque part beaucoup plus intime. Et du coup, quand vous avez l'impression que vous appréciez pas la personne derrière, bah ça met un peu mal à l'aise de partager un moment intime avec. Je me dis, bah oui, c'est intéressant, oui, je comprends, oui, je suis contente de l'avoir écouté pour ma culture générale et tout. Oui, il y a des choses intéressantes, il y a des choses touchantes et tout, mais cette impression quand même de me sentir, je sais pas, un peu mal à l'aise, un peu sale, un peu avec comme si j'étais face à une personne qui me dégoûtait un peu ou quoi, ça me plaît pas et du coup je préfère pas aller au-dessus. Mais vraiment j'ai hésité avec le 7 parce que comme je vous dis, artistiquement il y a des choses que je trouve assez bluffantes, quoi. Donc je comprends les gens qui adorent ce film, je comprends aussi les gens qui le détestent et moi je reste entre les deux avec une sensation de malaise que je trouve intéressante mais pas très agréable. Voilà, sur ce je vais spoiler. Qu'est-ce qui se passe quand on commence à comprendre quelle est la deuxième intention de David Lynch une fois qu'il a décidé de transformer sa série en long métrage, Betty / Diane. Ce qui se passe au milieu du film, c'est que Rita dit qu'elle se rappelle justement du nom Diane quand elle le voit écrit sur le badge d'une serveuse quand elles vont boire un café ensemble dans ce fameux café où Dan et Herb avaient badé, où Dan avait raconté qu'il avait fait un cauchemar, où il avait vu quelque chose d'horrible et où après on voit un SDF, etc. Donc voilà, je pourrais revenir sur le sens potentiel de ça, mais grosso modo, je pense que c'est quand même un peu capillotracté. En tout cas, ils sont dans ce bar, Rita dit que le prénom de Diane lui revient, donc elle cherche Diane, je me rappelle plus c'est quoi son nom de famille, dans l'annuaire, elle décide d'aller là-bas. Quand elles vont là-bas, elle frappe à la porte. Bon, encore une fois, il y a des hommes avec des lunettes noires qui paraissent les suivre ou espionner l'appartement, donc une ambiance assez glauque, assez angoissante. Quand finalement elle y va, c'est une autre fille qui est là-bas qui dit ouais, non, Diane et moi on avait changé nos appartes, donc elle habite au 17, elle habite plus au 12, donc elles vont au 17 et là-bas elle trouve un cadavre, donc Rita est surtout bouleversée et elle pleure, etc. Et Betty la réconforte, elle rentre chez Betty du coup. Rita se coupe les cheveux parce qu'elle veut pas qu'on la reconnaisse, parce qu'elle a l'impression justement qu'on la recherche et que c'est peut-être elle qu'on a essayé de tuer, enfin on peut le supposer en tout cas, hein, vu qu'il y avait des hommes en noir devant l'appart et que la femme a été retrouvée morte, elle se dit qu'elle est menacée, donc elle veut se changer sa coupe de cheveux pour pas qu'on la reconnaisse. Betty lui dit que c'est elle qui va lui couper les cheveux, elle le fait, du coup les deux femmes se rapprochent. Le soir, Betty lui dit qu'elle peut dormir dans le même lit, donc voilà, elles dorment dans le même lit, elles couchent ensemble. Betty dit qu'elle est amoureuse de Rita. Évidemment, Rita, on sait que c'est pas son vrai prénom parce qu'elle a pris le prénom qui était sur l'affiche, parce qu'il y avait une affiche de Rita Hayworth dans l'appartement quand elle s'est demandé qui elle était en se réveillant, quoi. Donc c'est pour ça qu'elle a donné ce prénom. Rita réveille Betty. Enfin, déjà, elle la réveille en parlant toute seule, en disant silencio, et je sais plus c'est quoi la phrase qu'elle dit après. Et en fait, elle lui dit qu'elle se rappelle de quelque chose et qu'elle veut l'emmener quelque part. Elle l'emmène dans une espèce, je sais pas, de bar ou de boîte de nuit ou d'endroit en tout cas qui s'appelle Silencio. Je sais pas trop ce que c'est. Et à l'intérieur, elle voit un spectacle. D'ailleurs, j'ai pas très bien compris s'il y avait que elle dans le public ou s'il y avait d'autres gens. Et le spectacle, en fait, c'est un mec qui dit oui, tout est en playback, il y a pas de vrais instruments ici, il y a pas d'orchestre. Et c'était ça la phrase que Rita répétait dans son sommeil, c'était il y a pas d'orchestre, apparemment, ou tout est enregistré ou quelque chose comme ça. Et donc il y a des instruments qui jouent et on voit les gens qui jouent qui apparaissent et en fait après on voit genre le trompettiste qui lève les bras et la trompette qui continue à jouer, etc. Et donc voilà, tout est en playback. Le mec s'en va et on nous dit qu'il va y avoir une chanteuse qui va y arriver, une diva qui chante une chanson très émotionnelle où elle dit qu'elle pleure pour son amour perdu en mode très intense. Et donc pendant qu'elle chante, Rita est émue. Et en fait, au milieu de la chanson, la chanteuse s'effondre par terre et la voix continue parce que c'était du playback, hein,
on l'avait potentiellement vu venir, mais ça n'empêche pas le malaise parce que la meuf a l'air super intense et de la voir s'effondrer et d'entendre la chanson qui continue, c'est perturbant et je trouve ça extrêmement stylé émotionnellement parce que ça me fait vraiment mal de voir ça et c'est très difficile d'expliquer pourquoi, mais moi je vais vous l'expliquer puisque je ne suis pas David Lynch. Je vais vous expliquer mon sentiment, comment je pense qu'on peut l'interpréter et pourquoi je pense que ça met aussi mal à l'aise de voir ça et pourquoi c'est stylé selon moi, parce que moi je pense qu'on peut expliquer les choses et que c'est bien de le faire et qu'il restera toujours des choses indicibles malgré le fait qu'on essaye de les expliquer. Je pense pas qu'il y ait à vouloir garder des jardins secrets et tout. Il se recrée un spoiler si jamais vous avez peur entre guillemets d'être entièrement découvert et de vous sentir complètement à nu devant les gens. Alors après c'est un sentiment, c'est une hormone, hein, la paranoïa, tout ça, on peut l'avoir. Malheureusement, c'est pas forcément justifié rationnellement quand on l'a, donc je vous dis pas que vous allez plus l'avoir et que j'ai le remède contre la paranoïa, malheureusement, non. Mais en tout cas, c'est pas parce que vous dévoilez tout sur vous à des gens que vous aurez plus rien de secret en vous. Spoiler, en tout cas de moi, ce que j'ai vécu, ça se recrée spontanément. Si vous dites une chose, vous aurez tendance à en penser une autre, ne serait-ce que parce que vous avez l'impression qu'il y a toujours une chose sous la surface, en fait. C'est comme les désirs, quand vous en satisfaisez un, vous en avez un autre qui se recrée instantanément. Le fait de décrire ce que vous ressentez, le fait de décrire votre identité profonde ou quoi que ce soit, quand vous dites les choses, il y en a des non-dites qui se recréent instantanément en dessous de celle que vous avez dite parce que votre conscience fait que vous pouvez aller plus loin que ce que vous avez explicité, ce que vous avez mis en lumière, quoi. Il y a toujours de l'ombre derrière et voilà, vous déplacez seulement le focus, donc vous n'avez pas à vous inquiéter que tout soit découvert. Si jamais vous ressentez de la paranoïa, ça n'a rien à voir, c'est pas parce que vous êtes inconsistant ou quoi, c'est juste une hormone, c'est pas justifié fondamentalement et bon, du coup ce que je vous décris n'est pas justifié fondamentalement non plus, mais je pense que c'est un état plutôt normal par défaut et que c'est ce qu'auront la majorité des gens et donc normalement il n'y a pas à craindre de ne plus avoir ça, en tout cas pas pour des raisons de ce que vous allez faire ou de ce que vous allez prendre comme décision émotionnellement, un peu aussi parce que les hormones sont indirectement liées à la vie qu'on mène mais très indirectement et donc ça va pas arriver du jour au lendemain, quoi. Il y a la diva qui tombe et la chanson qui continue de chanter, les gens qui l'emportent, qui emportent son corps effondré et donc les filles qui sont mal à l'aise. Après il y a des éclairs bleus. Betty trouve dans son sac un cube avec une serrure qui correspond à la clé bleue que Rita avait sur elle, parce que je vous ai pas dit mais Rita, la seule chose qu'elle avait sur elle c'était un sac rempli de billets et d'une clé bleue. Son identité se résume à ça. Betty avait dit à Rita ton identité on va la trouver dans le sac et dans le sac ils ont trouvé de l'argent et une clé bleue. La métaphore est tout à fait présente. La clé qui s'emboîte dans la serrure, c'est très beau pour le sentiment amoureux et pour la sensation qu'elles ont d'avoir un coup de foudre l'une envers l'autre, mais ça peut peut-être aussi vouloir dire que l'état actuel de Rita est justifié par l'existence de Betty, ou à l'inverse, c'est plutôt Rita qui est la clé de Betty techniquement. Donc elle rentre à l'appart, Rita s'apprête à mettre la clé dans la serrure, à ce moment-là Betty disparaît, donc à ce moment-là on peut se demander est-ce que Betty était réelle, est-ce que c'était qu'une projection de l'esprit de Rita qui était seule dans l'appart depuis le début. Rita ouvre le cube à l'intérieur il y a que du noir, elle laisse tomber le cube par terre et je sais plus si elle s'évanouit ou si c'est juste l'image qui s'évanouit. En tout cas on la laisse là et après on voit le cadavre dans l'appartement numéro 17 là et après on voit Betty qui se réveille dans cet appartement là et sa voisine qui passe et qui l'appelle Diane, donc on comprend d'une part que c'est elle Diane, et de deux que ce qui s'est passé avant n'était probablement pas réel, parce que sinon il n'y aurait pas de justification au fait que la voisine ne l'ait pas reconnue. Donc pour moi, c'est à partir de maintenant qu'on est dans la réalité, pour moi et pour la deuxième interprétation du coup de David Lynch après qu'il ait décidé de transformer son film en long métrage. À mon avis, on est clairement là-dedans. La réalité, c'est donc la fin du film, et la réalité, c'est que la blonde, elle s'appelle Diane en réalité, et pas Betty. D'ailleurs, après, on revoit la serveuse dans le café, et c'est écrit Betty sur son badge, et pas Diane. Donc en fait, c'est parce que Diane a voulu se trouver une nouvelle identité qu'elle s'est réfugiée dans l'identité de Betty, parce que c'est la meuf qu'elle avait sous les yeux quand les choses ont commencé à mal tourner. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que les choses commencent à mal tourner? Alors, on voit donc la voisine qui récupère des choses chez Diane, et donc Camilla, Rita, qui appelle Diane, qui a l'air d'être amoureuse d'elle. Enfin, avant, on les voit ensemble, en mode on s'est quittés, on s'est remis ensemble, on fait des trucs, et on refait pas des trucs. Et on comprend qu'il y a un problème, un chagrin d'amour, un truc qui va pas entre elles et qu'elles se sont quittées. Et donc, Rita appelle Diane. Elle lui propose de venir à une soirée en lui disant c'est très important pour moi. On voit que Diane n'a pas envie, mais qu'elle finit par accepter en lui disant il y a une limousine devant la porte. La limousine ne s'arrête pas là où elle était censée s'arrêter, et le chauffeur lui dit c'est une surprise. Et
à ce moment-là, Diane prononce exactement la même phrase que prononce Rita au tout début du film, quand elle dit mais c'est pas là qu'on est censé s'arrêter. Bon, désolé, je paraphrase, hein, je me rappelle plus de la phrase exacte. Et donc on comprend encore une fois que le début du film n'était probablement pas réel, hein, vu que ce qu'il est maintenant l'est, ou qu'en tout cas s'il l'était, c'est dans l'imagination de Diane. C'est pas quelque chose qui est avéré, quoi. Donc Diane descend de la voiture et rejoint Camilla, Rita, pour aller ensemble dans les fourrés. Donc elles rigolent ensemble, elles doivent s'embrasser un peu, être complices, tout ça. Et en fait, elles vont ensemble à une soirée chez Adam. Alors Adam, du coup, ce que je vous ai peut-être pas dit, si jamais vous écoutez mon spoil sans avoir vu le film, je vous ai dit que Betty, elle avait fait une répétition à Hollywood, mais en sortant de sa répétition, donc avec Wally, Boris Rollinger, en fait, elle a été emmenée dans un endroit où il y avait Adam qui faisait répéter des filles pour une espèce de truc en chanson où justement c'était en playback, et la fille qui arrivait en audition en deuxième quand Betty regardait, c'était Camilla, mais Camilla qui ne ressemblait pas à ce moment-là à la Rita qu'on connaissait. Mais du coup on pourra en déduire après coup que probablement c'est comme ça que se sont rencontrés Diane et Camilla, et en fait à ce moment-là Betty regarde très bizarrement Adam, elle le regarde bizarrement probablement parce que cette scène-là, c'est la réinterprétation de la réalité qui est dans sa tête. C'est un espèce de rêve en fait où elle recrée la réalité comme elle aurait voulu qu'elle soit pour croire que les choses peuvent encore aller bien alors qu'en réalité c'est pas possible. Et du coup Adam lui fait de la dissonance cognitive quand elle le voit, mais en réalité c'est probablement là qu'elle a rencontré Camilla, et on sait pas si Camilla et Adam se connaissaient déjà ou si c'est vraiment là qu'ils se sont rencontrés, c'est possible aussi. Quelque part c'est moins important, j'aurais envie de vous dire. Mais du coup, dans la maison donc d'Adam, Rita, Camilla et Adam se rejoignent et ils se comportent complètement comme s'ils étaient en couple. Diane a l'air d'avoir le cœur brisé. Elle comprend pas trop ce qu'elle fout là parce que Rita lui a dit de venir en lui disant que ça lui tenait à cœur et tout, mais alors qu'elle embrasse son mec devant elle alors qu'elle est encore amoureuse, c'est un peu bizarre. On sait pas si c'est pour la torturer ou pas, et vraiment c'est malaisant et on comprend pas trop. Je suppose que c'était son sentiment à Diane, de pas comprendre ce qu'elle foutait là. Donc toute la soirée se passe, elle fait connaissance de la mère de Adam qui lui dit appelez-moi Coco. Donc Coco dans son rêve, donc dans la scène imaginaire qui était la réalité du début, c'était la logeuse chez qui elle est venue emménager. Donc on comprend d'où elle l'a sortie. Encore une fois, voilà le côté onirique, on met les gens à la place d'autres. Il y a des gens qui font ça dans leurs rêves. Moi, pas forcément trop, ça peut arriver, mais pas à ce point-là. Je ne suis pas David Lynch, même dans mes rêves. Elle passe une soirée de merde où elle comprend pas pourquoi elle est en train de regarder la femme qu'elle aime embrasser un autre mec. En plus, à un moment, elle va aussi embrasser une autre fille, donc elle se dit non mais qu'est-ce que tu me fais ? Et en plus, elle la regarde, donc après, on sait pas ça si c'est sa vision des choses ou si c'est la réalité. C'est potentiellement sa vision des choses, parce que moi, je pense que le film a pour but d'être dans l'esprit de Diane, mais c'est l'interprétation que j'ai choisi d'avoir pour comprendre le film. Donc vous pouvez, si vous voulez voir autre chose, puisque David Lynch le dit, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Elle regarde Camilla s'embrasser avec une autre fille, elle regarde Camilla s'embrasser avec Adam, elle en peut plus. Adam et Camilla lui disent on va t'annoncer une nouvelle, quelque chose d'important qui nous arrive entre nous, donc on peut supposer qu'ils vont se fiancer ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, on entend un bruit de verre qui se casse et on voit Diane dans le fameux bar où Dan au début et Herb avait dit, Dan avait dit qu'il avait fait un cauchemar et où il y avait une ambiance oppressante et où il y a la serveuse Betty. La serveuse Betty qui est justement en train de nettoyer un verre cassé, et Diane qui est en face de Joe est en train de lui donner de l'argent et de lui montrer la photo de Camilla en lui disant c'est la fille. Ces mots qui sont ceux qu'ont répété Adam et tous les gens qui lui disaient que s'il prenait pas Camilla dans son film, il allait limite se faire tuer, être à la rue, et voilà toute la menace qui planait sur Rita, c'était à travers ces mots, c'est la fille. Et donc là on comprend qu'en fait ces mots c'est Diane qui les a prononcés parce que elle a montré la photo à justement Joe le tueur, très certainement qu'elle l'a payé pour tuer Camilla pour se venger parce qu'elle s'est dit elle m'a brisé le cœur, et Joe lui dit vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez, et elle a dit y a rien que je veuille plus au monde. Et on comprend d'ailleurs aussi le contenu du sac, comme je vous disais, de Rita, la clé et les billets, c'est parce que quelque part c'est à quoi elle se résumait, parce que du coup la clé c'est Joe qui va la donner à Diane à ce moment-là. Alors par contre je comprends pas pourquoi il lui donne une clé, et elle lui dit d'ailleurs mais à quoi ça va servir cette clé, et Joe éclate de rire. Ok, n'hésitez pas à me dire si vous avez la réponse, parce que moi j'ai pas compris du coup, mais j'ai compris en tout cas que la clé et les billets c'était à quoi se résumait Camilla, et ça dégoûte entre guillemets après coup je pense Diane de se dire que Camilla se résume à ça, et que la vie de quelqu'un en quelque sorte se résume à ça, c'est dans ce sens là quoi. Tout ce qui reste d'elle, ce en quoi s'est réglé son existence, c'était un sac de billets et une clé bleue quoi. Donc on comprend que Joe l'a tué,
il l'a très certainement tué, donc c'est pour ça qu'il y a un cadavre. Le cadavre dans l'appartement, on sait pas si c'est celui de Camilla ou celui de Diane, vu que, spoiler de la fin du film, à la fin du film, si j'ai bien compris, Diane se tire une balle, du coup ça pourrait être elle qui s'est suicidée, le corps qu'on trouve dans l'appartement avant, mais vu que c'est dans son inconscient et qu'elle avait peut-être pas encore complètement pris la décision de se suicider, même si peut-être que ça lui avait déjà traversé l'esprit, ça pourrait aussi être le corps de Camilla, parce que Camilla a très certainement été assassinée à cause d'elle, et c'est très probablement pour ça qu'elle se suicide. Et d'ailleurs, quand elle se suicide, on voit un couple de personnes âgées qui dansent ensemble et qui passent sous la porte avec des rires, des cris et tout un tas de trucs. Je pense que c'est sa culpabilité, parce qu'elle doit se dire qu'est-ce qu'ils penseraient de moi, mes parents ou quoi, s'ils voyaient ce que je suis devenue. Et on comprend aussi, oui, dans la soirée, je vous l'ai pas dit, désolée si ça me revient un peu dans le désordre, hein, le film est foutoir, donc j'ai du mal à replacer les événements dans le bon ordre pour que ce soit clair. Dans la soirée où elle était chez Adam et où elle parle du coup à la mère d'Adam, Coco, qui lui dit alors comment vous êtes connue avec Camilla, elle lui dit en fait moi je suis venue à Hollywood pour devenir actrice et Camilla elle a décroché, c'est elle qui a décroché le gros rôle que je voulais et depuis elle m'a toujours soutenue et grâce à elle j'ai eu plein de petits rôles, je suis venue à Hollywood grâce à l'argent de l'héritage de ma tante. Donc dans son inconscient elle avait décidé que sa tante elle-même avait un appart à Hollywood et qu'elle était dans le milieu et que donc elle était pistonnée. Encore une fois c'était sa vie de rêve qu'elle a voulu se créer pour se réimaginer heureuse, mais dans la réalité elle était pas pistonnée du tout et elle était une des milliards de petites figurantes qui réussiront pas à Hollywood. Si elle aimait Camilla, c'est peut-être parce que Camilla est ce qu'elle aurait voulu être en fait, donc c'est aussi de la jalousie et c'est aussi pour ça justement que la confusion entre l'identité des deux femmes est aussi présente je pense dans le film, et où on sait pas trop laquelle est réelle, laquelle l'est pas, laquelle existe et laquelle n'existe pas, parce que quelque part Betty c'est la femme réelle, mais Rita c'est la femme fantasmée et d'une certaine manière c'est la même personne, ou ça aurait pu l'être. C'est une qui a réussi entre guillemets par hasard, peut-être qu'elle avait plus de talent mais c'est pas sûr, ça peut très bien être juste une coïncidence ou voilà, et ça a pas vraiment d'importance. Et globalement voilà, du coup la relation entre Betty et Rita c'est aussi une relation un peu narcissique où Betty aime ce qu'elle voudrait être, mais où en même temps du coup elle va finir par être jalouse parce que finalement c'est pas elle, et justement elle se rend compte que elle peut avoir l'impression que Camilla lui a volé sa vie alors que non, c'est juste un jeu où 99% des gens perdent, quoi. Mais de toute façon, je pense qu'après coup, elle doit se rendre compte, et c'est pour ça aussi qu'elle culpabilise, justement, et que dans son inconscient, il y a ce truc avec le sac de billets. Je pense qu'elle se dit, tout ça pour ça, et une vie qui se réduit à si peu, ça aurait pu être n'importe qui. Ouais, elle l'a voulu sur le moment parce qu'elle avait la rage, mais je pense qu'après coup, elle s'est dit... voilà, et je pense donc que le fait qu'on voit Joe qui tue des gens, j'allais dire, comme il mangerait une pomme, ou comme il ferait un truc complètement insignifiant, c'est ce qu'a ressenti... encore une fois Diane, en se disant mais c'est aussi simple que ça pour lui, tu lui donnes une photo, tu lui dis tu cette personne, il le fait, point. Et est-ce que c'est si insignifiant une vie dans le milieu hollywoodien que on peut faire une croix dessus comme ça en une fraction de seconde juste en donnant un sac de billets. Donc je pense vraiment que c'est ce sentiment-là qui ressort, et toute l'absurdité de cette scène avec Joe, je pense que ça montre ça, le côté extrêmement horrible de ruiner la vie d'une personne en une fraction de seconde. Et je pense que le délire avec le playback, c'est ça aussi, c'est le côté, il y a un espèce de vernis, de façade. Encore une fois, on voit beaucoup de trucs avec le visage heureux de Betty en avant-plan et les lumières d'Hollywood derrière et tout. Je pense que c'est vraiment le côté, il y a une façade qui fait bien devant, mais si vous cherchez derrière, vous allez trouver des horreurs. Et le fait que ça me mette mal à l'aise que le playback continue quand la personne est tombée et tout, je pense que c'est à la fois ce que tu peux ressentir si une personne est morte, mais que dans ces films elle est toujours là, qu'une personne est morte mais que personne ne le sait et que tout le monde se comporte comme si tout continuait. Globalement, c'est le côté, une personne est morte et la vie continue en fait. Quand vous voyez la personne tomber, vous avez envie, dans le sens vous anticipez mentalement que tout va s'arrêter. Et le fait que ça s'arrête pas, ça vous cause justement une dissonance cognitive, un truc, vous avez l'impression que c'est pas normal, et c'est le même genre de sensation que vous ressentez si vous savez si quelqu'un que vous aimez est mort ou quelque chose comme ça, et que vous voyez, je sais pas, les gens dans la rue qui continuent d'aller au travail, que vous entendez les informations et qu'on vous parle des mêmes nouvelles insignifiantes, de la météo et tout ça. Enfin, c'est le genre de sentiment que ça fait quand il vous arrive un truc extrêmement grave et que vous voyez les gens autour qui continuent comme si rien n'avait changé. C'est ce sentiment-là que cristallise la scène de la femme
qui s'effondre et le playback qui continue. Et je pense que c'est extrêmement bien exprimé, pour le coup. En tout cas, moi, c'est ça que je vois là-dedans. N'hésitez pas à me dire si vous y voyez autre chose. Et je pense, encore une fois, que le fait de le dire ne le rend absolument pas moins percutant. Et ça aussi, n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord. Mais moi, je pense vraiment qu'on peut disséquer les choses sans leur faire perdre leur magie. J'y crois profondément. Et d'ailleurs, c'est parce que j'y crois que je peux justement vous parler à la fois d'émotions et d'hormones. J'ai plus de problème avec ça. Je pense qu'on essaye trop de nous mettre une dichotomie entre oui, si vous analysez trop les choses, vous êtes hors des sentiments. Et voilà, si on vous dit l'amour c'est une hormone, ça veut dire que l'amour c'est pas réel. Mais non, les hormones elles sont complètement réelles en fait. Elles sont physiquement existantes comme vous et moi et comme, je sais pas, un insecte, un papillon, un oiseau, le soleil. Peu importe, c'est des choses réelles, elles sont matérielles, elles existent. Et y a pas de raison en fait de considérer qu'elles ont moins de valeur parce qu'elles sont pas ce que vous croyez qu'elles sont. C'est comme encore une fois moi où avant je voulais croire que je faisais des voyages astro, je faisais des rêves lucides, mais c'est vachement cool aussi de faire des rêves lucides en fait. Et au bout d'un moment il faut accepter les choses pour ce qu'elles sont et leur trouver une beauté comme elles sont et pas juste vouloir rester sur nos illusions en disant non sur ce qu'il y a derrière parce que c'est justement comme ça que vous allez être sans arrêt oppressé parce que les choses qui sont derrière, si vous les voyez, c'est qu'elles sont pas loin et elles resteront toujours là, vous n'arriverez pas à les fuir, donc autant les regarder une bonne fois pour toutes, et même si, comme je vous dis, il y aura toujours de l'ombre, il y aura toujours des choses inconscientes derrière, vous vivrez au moins un moment où à nouveau les choses seront éclairées, où vous vous rassurez sur les choses qui sont dans l'ombre, et même si je sais bien que des fois, il y a des choses qui ont le dessus sur nous, est-ce que ça vaut pas quand même la peine de se battre et de voir si on perd ou si on gagne, mais au moins que ça se résolve au bout d'un moment, pas juste rester dans la tension, l'angoisse, ça, au bout d'un moment, ça devient invivable. Donc il faut avoir le courage d'en sortir. Et encore une fois, je vous dis pas ça pour vous engueuler si vous arrivez pas à en sortir, parce que je sais que ça peut donner cette impression. J'ai déjà entendu des gens en parler et j'ai déjà moi-même ressenti cette impression. Non, c'est juste que je me dis ça à moi-même. Quand je parle d'un air convaincu, c'est parce que je me parle à moi-même. Essayez, s'il vous plaît, de vous en rappeler, de ne pas mal prendre ce que je dis et de vous souvenir qu'on peut toujours en parler. Il y a quelques sujets sur lesquels je veux pas entendre parler de compromis ou de pitié ou quoi, mais ils sont vraiment très 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 minoritaires. Je pense, oui, du coup, par rapport au SDF et à la scène d'angoisse justement de Dan, je me dis que c'est peut-être la peur de devenir insignifiante, justement, l'espèce de problème de se dire à Hollywood on a envie justement d'être sous le feu des projecteurs, et quelque part le SDF dans le caniveau c'est un peu notre pire cauchemar, et donc le fait que le cube rapporte à ça, de se dire en fait je suis rien, je suis personne, et que ce soit une angoisse pour Diane, et quelque part c'est son angoisse d'être rien et d'être personne qui l'a conduit à tuer Camilla, et en fait c'est en tuant Camilla qu'elle est réellement devenue rien, personne, etc., parce qu'à ce moment-là elle avait envie de disparaître, quoi. Donc voilà, je pense que c'est peut-être dans ce sens-là, mais comme je vous dis c'est un peu du raccommodage et je suis pas très à l'aise avec ça. N'hésitez absolument pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde, et pour le coup, si c'est de la merde de chien devant chez Coco, vous pouvez aussi me dire quelle est votre interprétation de cette merde, ça me dérangera pas, parce que j'étais amusée de voir que ça avait posé problème aux gens qui ont refusé la série de filmer de la merde en gros plan. Merde, j'ai envie de vous dire. Tant pis, j'irai jamais à Hollywood, c'est pas grave. Parce que pour le coup, je vois pas où est le problème de filmer de la merde, au sens littéral. Au sens figuré, ce serait un peu dommage. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde au sens figuré. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!